Bonsoir à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Envie de sagesse et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un auteur très charismatique. Il s'appelle Tigran. Il est également directeur de maison d'édition, de la maison d'édition Mama Édition. Bonjour Tigran. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. Alors, Tigran, je vais peut-être vous laisser vous présenter, mais je vais quand même dire quelques mots aux auditeurs. Donc, vous êtes écrivain, notamment de la saga Shaman, toute une série avec des titres très accrocheurs comme La Quête, Le Jaguar, votre également La Vision, L'Appel, Le Chemin et votre tout dernier, La Messagère des Arbres. Que des titres évocateurs. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire pour compléter cette présentation? Pourquoi ce titre déjà, chaman? On imagine bien, mais je vais vous laisser l'expliquer un petit peu pour les auditeurs. Entendu. Alors, tout a basculé pour moi en fait dès le plus jeune âge par rapport au quotidien et à ce qu'on appellerait la réalité ordinaire, puisque certaines expériences spontanées me sont tombées dessus, des expériences qui pouvaient être contemplatives, voire visionnaires, des expériences qui pouvaient mêler clairaudience, clairsentience, ce type de phénomènes pour lesquels il y a un avant et un après quand vous le vivez, puisque ça vous ouvre les portes de la perception et change votre vision du monde, de votre environnement à tout jamais. Ce que vous avez vu dans ce type d'état de conscience, parfois amplifié, comme on dit, vous ne pouvez pas le dévoir après. Alors, comme je vous disais, ça a commencé pour moi à 5 ans, 6 ans, 7 ans, par des expériences extatiques qui me sont tombées dessus. C'est pas des choses qu'on décide de vivre quand on est enfant et que on est tout d'un coup visité par des phénomènes qui échappent à l'ordinaire ou que l'on s'ouvre chemin faisant à des perceptions qui sont également de l'ordre de l'extraordinaire. Cependant, ces expériences de l'enfance, c'est un petit peu comme si elles m'avaient préparé à des rencontres avec des chamans, puisque pour répondre à votre question, pourquoi ce titre chaman? Chaman, c'est effectivement le titre de cette collection de contes initiatiques. Donc, pour préciser, ceux qui ne connaîtraient pas cette série de contes pour tous, qui sont complètement accessibles au grand public, qu'on soit initié ou pas, préparé ou pas, à certaines cultures chamaniques, des traditions spirituelles ou autres, c'est pas pour autant qu'on n'est pas prêt. Donc ces contes qui peuvent être lus par tous, il y a une première trilogie, l'aventure mongole, avec, comme vous le disiez, la quête, la vision et l'appel. Il y a une deuxième trilogie, l'aventure amérindienne, avec le chemin, les cieux et le tigre et le jaguar. Et puis enfin, il y a une nouvelle troisième trilogie qui paraît ces jours-ci, juste avant le nouvel an, donc qui s'intitule l'aventure stellaire, dont le premier tome vient de paraître. Il s'agit de la messagère des arbres. Alors, pourquoi chaman? Eh bien, parce que une quinzaine d'années après avoir vécu ces expériences spontanées pendant l'enfance, ces expériences, vous savez, où parfois quand ça arrive à un enfant, on a tendance à dire qu'il invente des histoires, ou qu'il est dans la lune, ou que il se fait des films, hein, comme on dit parfois des chats ou des enfants. Peut-être qu'on devrait prendre ça un petit peu plus au sérieux. Peut-être que les enfants, avant d'être plus formatés, éduqués, ont peut-être des perceptions qui sont encore ouvertes sur d'autres plans de la réalité. Peut-être qu'un enfant qui vous dit, en parlant de sa grand-mère défunte, c'est drôle, mamie est venue me voir cette nuit, elle s'est assise au bord du lit, etc. Ça n'est pas forcément des sornettes. Bref, comme on le dit dans nos propres cultures, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, il y a sans doute une part de vrai Oui. là-dedans. Toujours est-il que pour moi, ces expériences spontanées de l'enfance, eh bien, une quinzaine d'années plus tard, je suis diplômé de la Sorbonne, diplômé en musicologie. Je suis baryton, chef de chœur, directeur de formation musicale et vocale. Ah oui, quand même. Et après ce diplôme et ces différents métiers cumulés de répétiteur, de chanteur lyrique,
de formateur dans des centres d'action liturgique et musicaux notamment, je bascule vers l'ethnomusicologie. Donc, par l'ethnomusicologie, je suis appelé à aller enregistrer des musiques de trance dans le monde, des musiques qu'on me présente comme des concerts de musique traditionnelle. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Australie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Amérique, en Russie, en Indonésie, etc. Mais pour finir de répondre à ta question, à votre question, pardon, quand je me retrouve à enregistrer ces concerts de musique traditionnelle, ce qu'on me présente comme des concerts de musique ethnique au départ de Paris, donc, et de la Sorbonne, je m'aperçois que ce sont pas du tout, en fait, des concerts de musique traditionnelle. Ce sont de véritables rituels, des rituels chamaniques, des cérémonies parfois animistes, des rituels de différentes traditions ancestrales, où il ne s'agit pas de faire un concert, où le tambour n'est pas considéré comme un instrument de musique, mais où il s'agit plutôt de faire bouger les lignes pour réintroduire de l'harmonie. Réintroduire de l'harmonie auprès d'une tribu qui peut avoir des dissensions, des problèmes d'entente, auprès de sa relation avec le règne animal si le bétail souffre de maladies inexpliquées, de sa relation au règne végétal si les récoltes sont mauvaises, son rapport à un autre clan, une autre tribu s'il y a des conflits exagérés, disproportionnés. Bref, on considère dans ces cultures que lorsqu'on veut guérir un problème pas seulement physique ou au sens d'une maladie, parfois plus psychique, plus émotionnelle, voire énergétique, voire relationnelle, comme on vient de le voir avec le règne humain, le règne minéral, végétal, animal, eh bien, on s'occupe d'abord de connecter, si je puis dire, avec les esprits. On s'occupe d'abord de contacter les puissances de l'invisible pour savoir derrière ces épiphénomènes, derrière ces désordres qui interviennent dans notre réalité quotidienne, tridimensionnelle, et qui peuvent toucher du coup notre alimentation, nos relations humaines, les dangers qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel animal, nos manques vis-à-vis de telle ou telle plante habituellement abondante dans les récoltes, eh bien on considère qu'en fait il y a une autre cause, qu'il faut remonter le fil pour arriver à la véritable cause de ce désordre, de ce problème, de ce manque, de cette disharmonie. Et on considère donc dans la plupart de ces peuplades traditionnelles, ces peuples racines, que c'est en allant contacter les esprits ou un chaman défunt ou un ancêtre, un ancien chef de village, une doyenne, l'esprit d'un lieu, l'esprit parfois d'un animal de pouvoir, que l'on va avoir la véritable raison du problème que l'on doit régler. Donc les chamans, en quelque sorte, mais ce ne sont pas forcément des chamans. Il y a d'autres cultures dans le monde qui n'emploient pas ce mot. Hein. Ce mot, je rappelle, qui vient du nord de la Mongolie, de la Sibérie. Oui. Donc ça vient des Tungus, mais il y a d'autres cultures, les curanderos, curanderas en Espagne, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, les femmes médecines, les hommes de connaissance, les devins. Il y a toutes sortes Oui. d'autres mots dans le monde entier, en tout cas, puisque je n'ai jamais rencontré de culture qui ne pratique pas d'une manière ou d'une autre l'expansion de conscience pour accéder à des plans de la réalité peut-être plus spirituels, à des plans non ordinaires. Et comme je disais, comprendre quelle est la véritable cause d'un problème, d'une maladie, d'un problème émotionnel, d'un désordre relationnel, Oui. d'un problème très concret, hein, parce que Oui. quand il s'agit des récoltes ou du bétail, c'est évidemment la survie et la bonne alimentation et le bien-être et la santé au sens premier du terme d'une Comprendre. tribu ou d'un clan qui peuvent être en cause. Et donc, ces chamans intercèdent auprès de l'invisible pour aller comprendre la véritable raison, en ramener des visions, des diagnostics, des informations, et à partir de là, rétablir l'harmonie là où elle doit être insufflée. Eh bien, merci Tigrane pour cette première partie de votre présentation. On comprend maintenant un peu mieux votre amour et votre passion pour, on va dire, entre guillemets, le chamanisme, puisque vous venez de nous expliquer que c'est un mot qui recouvre pour vous beaucoup d'autres notions. Mais je vais vous proposer une première pause musicale et vous retrouver
tout de suite après. Je suis avec mon invité Tigrane, auteur de la saga Chaman, également directeur de la maison d'édition Mama Édition. Donc c'est une maison d'édition qui est aussi tournée vers tous les livres qui touchent, on va dire, aux sagesses ancestrales, à la spiritualité et au développement personnel. C'est bien cela, Tigrane? Oui, peut-être même encore plus le développement spirituel et comme vous le dites très justement, les sagesses ancestrales, le chamanisme, parfois aussi les nouvelles spiritualités comme le channeling ou ce qu'on appelle aujourd'hui les canalisations, la médiumnité et aussi des types de guérison parfois inexpliquées ou pas forcément scientifiquement prouvées, mais qui existent dans nos cultures aussi. J'ouvre une parenthèse ici, c'est qu'à l'heure où il y a une grande mode du chamanisme et où beaucoup de gens pourraient partir naïvement dans des cultures chamaniques du bout du monde pour être initiés à certains rituels, il faut rappeler que ça n'est pas forcément pour tout le monde. Certaines de ces cérémonies, certains de ces rituels, certaines de ces pratiques peuvent être extrêmement déstabilisantes pour quelqu'un qui n'est pas assez enraciné, pas assez ancré, qui ne bénéficie pas d'une assez bonne santé physique et mentale. Oui. Et donc, je pense qu'il y a des mises en garde qui s'imposent, hein, quitte à endosser pour quelques secondes seulement le rôle un peu rabat-joie ou vieille école de celui qui met en garde, mais ça fait partie d'un devoir complètement bienveillant, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Oui. Et donc, pour compléter cette petite mise en garde, donc rappeler que le chamanisme n'est pas pour tout le monde, de même que la marche en haute montagne ou la navigation en haute mer, ça n'est pas non plus forcément pour tout le monde, ça n'est pas à confondre avec la navigation côtière. Et en tout cas, si on s'y engage, il faut vraiment être très très sûr de la personne avec qui on fait ça, ne pas faire ça seul, avoir les guides requis, le contexte, Oui. tout ce qu'il faut, car c'est le succès de ces expériences ne dépend pas du tout d'une méthode ou d'une expérience. Ça dépend énormément de un, avec qui vous le faites, Mhm. deux, dans quel contexte vous le faites, trois, accompagné de quelle autre personne tiers, à part le guide, la curandera, le chaman, le guérisseur, etc. Et quatre, à quel moment de votre propre vie, car il y a des moments qui ne seront pas du tout forcément les plus avisés. Donc, cette mise en garde étant faite, je la compléterai aussi pour rappeler une chose. C'est qu'à l'heure de cet énorme engouement pour le chamanisme et cette mode aussi qui a sa part de réductionnisme, parfois de simplification hâtive, il faut se rappeler que dans nos campagnes européennes, Tout à dans fait. nos campagnes françaises, nous avons, depuis la nuit des temps, des guérisseuses, des rebouteuses, des barreuses de feu qui aujourd'hui sont parfois appelées à la rescousse par des services de grands brûlés dans des hôpitaux de France, de Suisse, de Belgique. C'est une réalité quotidienne, constatée y compris parmi le corps scientifique et le corps médical, que d'avoir parfois recours à des choses que l'on n'explique pas, qui sont pas forcément scientifiquement prouvées, mais qui fonctionnent. Est-ce que c'est pas là la première urgence pour le bien-être du patient? Après tout, quand un placebo fonctionne, on n'a pas besoin de se retourner 150 000 ans pour essayer de décortiquer. Ce qui compte, c'est qu'il ait apporté un résultat bénéfique à la personne qui souffrait et qui en avait besoin. Et donc, je complète donc la mise en garde que j'ai faite par rapport à cette réalité pluriculturelle de différents pays d'Europe, mais aussi de nos différentes campagnes françaises, Oui. dans lesquelles on a depuis toujours des traditions, j'allais dire bien de chez nous, qui font peut-être plus partie de notre culture, Tout à qui fait. parfois sont peut-être qui parfois sont peut-être moins dangereuses aussi, dans le sens où elles peuvent résonner avec nos propres héritages, nos lignées matrilinéaires, nos lignées Ouais. patrilinéaires, notre propre Tradition. transgénérationnel, et Oui. qu'il y a parfois des choses peut-être plus simples pour nous à intégrer et à métaboliser, car ces explorations n'ont pas vraiment d'intérêt si elles ne sont pas ensuite intégrées au quotidien, ramenées sur Terre, Oui. incarnées ici ou maintenant pour qui nous sommes dans notre vie avec notre famille, nos métiers, nos amis
et à commencer avant tout par notre propre être et bien-être. Merci pour, je trouve que c'est un message très important. Merci pour ce rappel. Eh bien, effectivement, dans notre pays, dans nos campagnes, il y a toujours un vieux sage qui est là, peut-être, autour de nous, pas si loin que ça. Et puis voilà, de dire que c'est pour nous aider dans notre quotidien, je pense que c'est un message central. Mais je voudrais revenir à vous, Tigrane. Votre prénom est Oui. quand même intriguant. Donc j'ai découvert que c'était votre vrai prénom. D'où vient ce prénom? Oui, beaucoup de gens pensent que c'est un pseudonyme ou comme on dit un nom de plume. C'est mon vrai prénom, Tigran. C'est un prénom traditionnel arménien qui était notamment celui des rois. Il y a une douzaine de générations de rois en Arménie, dont le plus célèbre est le deuxième, Tigran le Grand, celui qui a repoussé les Romains et étendu les frontières et les limites du royaume d'Arménie. L'Arménie est le premier pays au monde à avoir adopté la religion chrétienne comme religion d'État. Donc c'est une culture très particulière. Ma mère était arménienne Ah oui. et ce prénom, pour répondre à votre question, il vient donc du Caucase. Le Caucase, on en connaît notamment souvent une montagne qui en fait est un volcan Oui. qui culmine à plusieurs milliers de mètres et qui s'appelle le mont Ararat. En général, on le connaît parce que c'est là que s'est posée l'arche de Noé dans Ah oui. l'Ancien Testament. Donc dans la Bible, après le déluge, l'arche de Noé accoste avec ses animaux, père d'une humanité nouvelle. Donc c'est là qu'il plante la première vigne, donc sur les pentes du mont Ararat, en plein Caucase. Donc c'est de là que vient ce prénom Tigrane. Et puis on découvre que vous avez déjà, de par votre origine, déjà un attrait sans doute pour tout ce qui est culture du monde. Vous l'expliquez comme ça, vos voyages à travers le monde? En tout cas, il y a effectivement en Arménie une croisée des mondes, si je puis dire. Euh, c'est non seulement un peuple qui a une culture extrêmement riche en architecture, en musique, en peinture, en littérature, en poésie, mais qui a également pratiqué des formes d'artisanat et de gravure, pour ne pas dire de pétroglyphes, de construction et d'assemblage de pierres levées, qui défie aujourd'hui ce que l'on croyait savoir sur les origines de ce peuple. C'est drôle que l'on parle de ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, je porte ce t-shirt où vous voyez ici un symbole que l'on croit parfois être un pictogramme moderne. Mais en Arménie, c'est la roue de l'éternité. Cette roue a plusieurs croissants qui symbolise également l'abondance, le cycle éternel de la vie, la survie de l'âme au-delà des naissances et des morts. Et c'est un symbole, très étrangement, que l'on retrouve exactement le même, avec les mêmes radians, les mêmes degrés, les mêmes proportions, etc., chez les Huichol. Les Huichol, c'est un peuple du Mexique. Les Huichol, c'est un peuple du Mexique qui a une culture chamanique très très forte, qui pratique des tissages magnifiques, qui est une culture chamanique très reliée au cactus, euh, au San Pedro, mais encore au cactus du peyote, puisque ces médecines sacrées ou ces plantes qui sont considérées comme, ils le disent sous ces contrées, de la chair des dieux, attention, il faut rappeler qu'en France, ce sont des plantes interdites. Donc ça n'est pas parce qu'une plante euh, est une figure culturelle centrale d'une culture chamanique du bout du monde et qu'elle est pour eux sacrée, vraiment comme un sacrement, ça n'est pas pour autant qu'elle est autorisée ou légale sous nos contrées. Mais cette parenthèse refermée, pour répondre à votre question, oui, il se trouve que ce symbole que tout Arménien reconnaît et que en Arménie on retrouve parfois au centre de la croix, au centre des croix de pierre notamment, sur différents sites archéologiques, c'est exactement le même, étrangement, que l'on retrouve notamment parmi des pétroglyphes, des gravures sur pierre, des tissages et des très très vieilles formes sculptées
dans la culture des Huichol, donc ces chamans remarquables du Mexique. Eh bien, merci Tigrane. On va faire une deuxième pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. Je suis avec mon invité Tigrane, Tigrane qui est un auteur et puis qui a écrit la série Chaman et qui nous partageait son parcours de vie assez hors du commun quand même, assez passionnant. Alors Tigrane, vous nous expliquiez juste avant la pause déjà vos origines. Vous êtes pour moitié, on va dire, d'origine arménienne. Et puis vous avez aussi parcouru le monde à travers et découvert plein de sagesse. J'aimerais que que vous nous partagiez quelles sont les grandes rencontres qui vous ont inspiré, voilà, pour que vous soyez aujourd'hui, j'allais dire, cet homme écrivain et à la fois chaman. Alors, d'abord, par respect aussi de certaines traditions et autres, euh, si je me considérais chaman, je ne le dirais pas. Je précise juste que dans les différentes cultures que j'ai rencontrées, on ne on ne s'auto-proclame jamais, ni chaman, ni femme médecine, ni curandero, ni homme de connaissance, ni femme de pouvoir, ni devin. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, euh, pour être très honnête, il y a des rencontres personnelles, humaines, comme telle grand-mère adoptive qui devient ma mère spirituelle, ce qui est narré, transposé sous la forme du conte chaman, donc dès le début, dès le tome 1, la quête dans l'aventure mongole, c'est Hotar Janat, qui elle-même est la chamane, la doyenne, la chef de clan et on pourrait dire la leader spirituelle de cette tribu de Tsatan, qui sont les derniers éleveurs du nord de la Mongolie à être nomades éleveurs de rennes, très proche de la frontière avec la Sibérie. Ah oui. Mais pour répondre un peu plus en profondeur à votre question sur ces rencontres, euh, oui, il y a eu des rencontres complètement déterminantes pour moi dans différentes régions. Il y en a eu en Russie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Afrique, en Australie, en Indonésie, à Bali, en Amérique. Il y en a eu aussi en Europe et en France. Donc, au risque de paraître un petit peu à ramener les choses sur nos campagnes et nos cultures, il y a des gens qui parfois semblent extrêmement simples et aux antipodes de l'aura d'un grand chaman, comme on dit, d'une grande guérisseuse, d'un grand curandero, d'une grande femme médecine. Il y a des gens qui peuvent être d'apparence très très simple dans nos campagnes, comme on le disait tout à l'heure, européennes et françaises. J'ai aussi eu des rencontres déterminantes avec de simples sages-femmes qui ne se diraient jamais chamanes ou guérisseuses, de simples sages-femmes de nos campagnes qui parfois, en étant expertes de la porte d'entrée et l'accueil, la venue, l'accompagnement du futur bébé sur cette terre, à travers sa mère au moment de l'accouchement, eh bien, se retrouvent parfois aussi à devenir naturellement expertes de l'autre portail, celui en miroir de la naissance, qui est celui du grand départ, de la mort, donc de quelque chose de tout aussi naturel, en fait, et où peut-être à une époque où on est parfois fasciné par se poser la question de qui étaient les premiers chamans, avec des archétypes un petit peu masculins, et une aura particulière que l'occidental a souvent envie de trouver dans des modèles, des archétypes, des stéréotypes. Eh bien, peut-être qu'en fait, dans nos campagnes, nous avons aussi des simples sages-femmes de campagne qui riment de par leur expertise de ces portails, avec aussi l'accompagnement des mourants et qui sont aussi des passeuses d'âme. Et peut-être qu'on devrait regarder de ce côté-là quand on se pose la question de qui étaient nos premières chamanes. Ouais. Et j'aimerais revenir sur votre grand-mère que vous considérez comme votre mère spirituelle. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis pour que vous puissiez dire aujourd'hui, elle m'a accompagnée aussi sur le plan spirituel? Parce que vous étiez enfant, vous étiez adolescent quand... Comment vous avez pris conscience de ça comment?
voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez... Alors, il y a deux trames de vie, si vous voulez. Il y a la partie qui est transposée sous forme de conte initiatique dans la saga Shaman, et où là, ma grand-mère adoptive, en fait, qui devient ma mère spirituelle, Otar Janat, est quelqu'un que je rencontre quand j'ai 25 ans, quand plutôt le narrateur a 25 ans, et qu'il part en Mongolie en pensant échanger pendant une quinzaine de jours seulement ses services pour s'occuper du bétail, notamment de yak, de rennes, chez les Tsatan donc, et en échange avoir le gîte et le manger, comme ça se fait souvent. Voilà, donc il y a des choses que je transpose et qui se sont passées ailleurs, et notamment dans des régions dont je ne parle pas forcément par respect du fait qu'ils peuvent concerner aussi des lieux sacrés où le tourisme chamanique n'a pas encore débarqué et où la nature n'a pas encore été abîmée, où les gens influencés et modifiés par le tourisme parfois de masse ou tout simplement le tourisme chamanique qui s'intensifie à la manière occidentale. Donc, il y a aussi un autre plan pour répondre à votre question, donc sur ma grand-mère, et c'est ma grand-mère biologique, ma grand-mère arménienne, ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, Araxi Jamalian, qui elle avait certains dons particuliers, comme ma mère en avait notamment dans les mains, euh, même si elle n'en a jamais parlé officiellement, alors qu'elle a écrit toutes sortes de livres, pièces de théâtre, nouvelles, etc., donné toutes sortes d'interviews, fait l'objet de portraits. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais exprimé publiquement. Entre guillemets, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est-à-dire que en Arménie, comme en France, il y a eu des époques, et toujours l'histoire se répète, semble-t-on dire, Oui, il y a eu des époques où ce type de personnage pouvait être pourchassé. On se rappelle de l'Inquisition, chasse aux on se sorcières, rappelle des d'accord. chasses aux sorcières, et on sait à quel point les femmes ont souvent été en toute première ligne de mire face à un patriarcat qui avait beaucoup de mal à accepter qu'une femme puisse avoir une connaissance des plantes, et Oui, pas seulement des plantes médicinales, mais par exemple des plantes abortives. Et on comprend sans l'expliquer pourquoi un pouvoir très patriarcal oui, pouvait s'inquiéter de telles facultés. Mais ça n'était pas que ces facultés-là, c'était aussi une connaissance des cycles, pas seulement du cycle menstruel, mais du cycle lunaire et d'autres cycles dans la nature, qui faisaient que parfois, des femmes qui étaient en fait de véritables ethnobotanistes, qui étaient des universités vivantes par rapport à la phytothérapie, aux remèdes naturels des plantes, à la connaissance de certains mouvements des astres et des savoirs, certaines connaissances peut-être plus subtiles et plus spirituelles encore en relation avec l'invisible, étaient stigmatisées comme étant des sorcières. D'ailleurs, clin d'œil, il se trouve que la première nouvelle que ma mère a écrite en tant qu'autrice, c'était dans une revue qui s'appelait Sorcière. Et bref, ma grand-mère biologique, là, pour revenir à la réalité et non plus au conte chaman, donc sa propre mère, Araxi Jamalian, elle lisait dans le mar de café, entre autres. Et d'avoir une grand-mère maternelle arménienne qui, à la fin d'un repas, après avoir fait le café, retourne sa tasse, il regarde dans ses micro-rivières et nervures des choses par rapport à vous, qui vous dit des choses avec justesse et qui prédit certaines choses qui éventuellement se confirment avec le temps, avec le recul. Bien évidemment, ça ouvre une porte sur une autre vision de la réalité qui ne se limite pas à des systèmes d'information concrets ou à la partie la plus matérielle de notre existence, mais qui semble montrer une autre intelligence à l'œuvre, y compris dans l'invisible et dans le subtil, qui, même si elle ne peut pas être scientifiquement prouvée, même si elle n'est pas tangible, n'en est pas pour autant moins réelle. eh bien, merci Tigrane. Nous allons faire la troisième pause musicale et nous retrouver pour la dernière partie de cette émission tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse. Je suis avec mon invité Tigrane, auteur de la saga
de la série, on va dire, Chaman, qui se déroule comme un conte initiatique à travers les différentes traditions du monde. Vous nous avez partagé votre parcours de vie, vos passions. Et à présent, j'aimerais, Tigrane, que nous revenions sur peut-être votre dernier livre avant de passer à à votre inspiration. Alors le dernier livre, donc le premier tome de l'aventure stellaire, c'est cet ouvrage, Oui, Shaman. Donc l'aventure stellaire, c'est la troisième trilogie après l'aventure mongole et l'aventure amérindienne. Et il s'agit ici de l'aventure stellaire, donc, dont ce premier tome, La messagère des arbres, vient de paraître. Et par ailleurs, il y a, puisque vous parliez d'inspiration et de phrases clés ou oui, autre titre même d'émission fait référence à la sagesse, il y a aussi des extraits qui ont été publiés, qui sont ces 52 paroles chamaniques, ah oui, qui, elles, sont illustrées d'une trentaine d'encres de Chine originales de la grande peintre chinoise Liu Zhao, ah et oui, qui complètent parfois certains messages, comme écoute en toi et tu deviendras grand, ah oui. ou d'autres phrases comme tu es ton plus court chemin vers la lumière, et des illustrations qui parfois, par le pouvoir aussi de la vibration, notamment du regard animal et d'autres, viennent compléter un message qui ne se laisserait pas entièrement encapsulé par les mots. Ce Ah que oui. je veux dire par là, c'est que ces 52 paroles chamaniques sont des paroles clés dans la bascule entre la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire, qui seraient plutôt considérées, ces phrases, comme des proverbes, certaines maximes, et dans ces cultures-là, plutôt comme des outils de pouvoir, c'est-à-dire des phrases qui ont la capacité de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous rappeler ce que l'on ne sait plus, que l'on sait tout au fond de nous, de manière à venir souffler sur les braises et raviver le feu sacré. Alors, si vous deviez en choisir une de ces citations de sagesse, laquelle auriez-vous envie de partager aux auditeurs? Je vous en ai lu celles qui étaient les toutes premières, en fait. Mais là, je l'ouvre au hasard, encore qu'il n'y a peut-être pas de hasard et que des rendez-vous, comme disait le poète Paul Éluard. Et je tombe sur la citation numéro 42, qui fait écho d'ailleurs à ce qu'on vient de dire, c'est drôle, juste avant, à propos de ces phrases clés, et qui est la suivante. Tu contiens de précieux joyaux et de grands portails. Je suis là, dans l'invisible, pour te les faire voir tel un miroir. À toi de les absorber et de les pratiquer. En les réintégrant, tu les réveilles et tu t'éveilles. Donc voilà qui est extrait des 52 paroles chamaniques, qui est donc ce petit ouvrage illustré d'une trentaine d'encres de Chine originales de la peintre chinoise Yu Zhao. Eh bien, merci Tigrane. Nous arrivons à la fin de cette bulle de sagesse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, merci à toutes vos auditrices et vos auditeurs pour ce moment d'échange. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bulle de sagesse avec un autre format et une autre formule. Belle semaine à tous. Merci, au revoir.